Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ça me fait beaucoup plaisir d'être avec vous autres en fin de semaine. Puis, je pense que c'est exactement ce qu'on a besoin présentement dans la situation politique, tant syndicale que je dirais au niveau du Parti politique Québec solidaire. Je pense qu'on a besoin d'un réseautage militant qui se prend à main, qui réfléchit, puis qui veut intervenir. Alors, ça me fait plaisir de partager ces réflexions-là avec vous. Alors, évidemment, le vif du sujet, c'est. Je vais faire un petit peu l'historique des liens de partis politiques et syndicats. Regardez, c'est quoi les défis qui sont aujourd'hui et les écueils, si on peut appeler ça comme ça, qui ont été rencontrés. Puis pourquoi on doit se poser ces questions-là? Bien évidemment, il y a des questions de base. Les syndicats comme tels, c'est des organismes de défense des travailleurs et travailleuses qui mènent des luttes, mais en même temps, c'est souvent des luttes qu'on doit refaire à chaque période, soit de changement de gouvernement ou de période politique. On refait les mêmes luttes, puis des fois même, comme la période actuelle, on régresse. Alors, donc, c'est comment lier la lutte syndicale, la lutte sociale avec un projet d'un parti politique de gauche qui, de son côté, ne peut pas non plus se construire puis penser changer la société s'il n'est pas lié aux mouvements sociaux, s'il n'est pas lié à l'activité militante. Il va finir comme bien d'autres partis sociaux-démocrates de ce monde ou de gauche par des réformes parlementaires et ça va se limiter à ça. Donc, le changement de société, ça prend une combinaison des deux, mais qui n'est pas toujours facile à faire. C'est un peu ça à quoi je vais réfléchir avec vous. Mais je vais commencer par faire un petit peu un historique de ce qui s'est passé depuis, en fait, les années 70 jusqu'à aujourd'hui, mais je vais faire ça court, faites-vous-en pas. Parce que pour moi, la problématique, ça n'a pas été seulement l'assujettissement, je dirais, des syndicats au Parti québécois. Ça relève, oui, ça c'est la façon, ça relève d'une problématique plus large, qui est toute la problématique de concertation, qui n'est pas unique au Québec, là, qui existe au Canada anglais, qui existe ailleurs dans le monde, qui existe un peu partout, qui est toute la politique de vision réformiste de la société, la politique de concertation qu'ont la plupart des syndicats, mais qui a pris corps au Québec et que, je dirais, le Parti québécois a formaté vraiment cette perspective-là. Alors, on a vu que le Parti québécois est arrivé après une grosse vague d'activités militantes politiques, de mobilisation intense à la fin des années 60 et des années 70. Fait qu'il est arrivé au fait de cette vague-là. Et au lieu de la prendre puis de l'étendre et d'en se faire le porte-étendard, il y a ce qu'on appelle il a chevauché cette lutte-là pour la calmer et l'encarcaner. La première chose qu'il a faite au lendemain des élections, là, il a été élu en 76, en 77, la première chose qu'a faite le Parti québécois, c'est de faire un sommet socio-économique sur l'emploi. Et on s'entend, au départ, les syndicats voulaient faire un sommet sur le plein emploi, mais les patrons disaient non, on ne fera pas de sommet sur le plein emploi, il n'y a pas question, ça va être sur l'emploi, des questions générales. Alors, c'était le premier geste qu'ils ont posé. Et ce geste-là visait effectivement à réfréner les luttes syndicales, qui étaient très combatives à l'époque, pour amener les syndicats à mieux comprendre la nécessité de s'entendre avec les patrons puis avec le gouvernement. Et ça a tracé la voie vraiment, ça a vraiment formaté cette chose-là pour les années à venir. Alors, ça a fait, il y a eu plusieurs sommets économiques. Il y en a eu un autre en 1979, où là, comme Ghislaine le mentionnait bien dans son livre, qui a conclu par la mise sur pied d'un Institut national de productivité, qui est un organisme tripartite voué à l'amélioration de la productivité industrielle. Alors, on commence à être assez loin des luttes syndicales et des luttes sociales. Alors, c'est vers ça que ça s'en allait. Et en 82, là, ils ont voulu aller plus loin, parce qu'on se rappelle que cette période-là, c'est une période de récession. Donc, le Parti québécois était dans une situation où, évidemment, il n'y avait aucune intention de faire les choix de dire, bon, dans une période de récession, on est dans une problématique, est-ce qu'on va aller chercher des revenus auprès des entreprises,
des multinationales, des minières, est-ce qu'on va les chercher, est-ce qu'on va les... Non, non, non. Alors, eux, évidemment, la solution, c'était de restreindre les droits des travailleurs-travailleuses, puis d'imposer des coupures salariales. Donc, en 82, c'était exactement ce qu'ils ont tenté de faire, de demander des sacrifices aux employés de l'État, de même ordre que ceux du privé qui étaient déjà contraints. Alors, en même temps qu'ils faisaient cet exercice-là, il y avait comme un exercice de division dans le mouvement ouvrier qui opérait là-dessus, qui par rapport à la population. Puis là-dessus, je vais vous montrer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, puis il n'y avait pas d'Internet, ça fait qu'on était obligé de faire des scrapbooks à l'époque. Alors, fait que j'ai mes propres archives de ce qui se passait à ce moment-là. Je voudrais partager quelque chose avec vous autres. Alors, tu sais, avec le temps, on idéalise les gens. Ah, René Lévesque était donc bien bon, bien gentil. Alors, j'ai conservé un encart de la presse de janvier 1983, qui est signé par René Lévesque, et c'est un encart du gouvernement du Québec, qui dit, puis ça vaut la peine que je vous le lise, quand tous les Québécois s'appauvrissent de 6%, ils n'ont pas les moyens de permettre à leurs employés de s'enrichir. Et ça, c'était pas juste dans une table de négo, là, c'était à toute la population qui disait ça. Donc, c'était une avancée idéologique, déjà, pour dire que les employés de l'État, c'était des gredures. Et évidemment, je ne vous lirai pas la suite, si vous voulez la regarder tantôt. Le restant, c'est de l'élaboration pour expliquer pourquoi ils doivent faire ça, puis pourquoi les syndiqués, c'est des gredures. Mais la suite des choses, évidemment, le sommet économique, les syndicats n'ont pas accepté cette fois-là de tomber dans ce panneau-là, et on connaît la suite, les lois spéciales qui sont arrivées en 83, les plus sévères que le Québec n'avait pas connues depuis Duplessis. Et ça, c'est le Parti québécois qui a fait ça, qui était supposé de répondre à l'essor de mobilisation sociale des années 70. Alors, je ne vous répéterai pas toutes les lois à l'époque qui ont été faites en 1983, mais on se rappelle, entre autres, des coupures salariales de 20% et des coupures de personnel dans le secteur public, en santé particulièrement, mais aussi en éducation. Non, ça c'est après, excusez-moi, c'est en 96. Je me trompe? Oui, ça c'est le suivant. En 82, c'était une coupure de salariale de 20%. Et en 96, bien là, vous connaissez le résultat. C'était une autre période de récession où il y a encore une fois coupé dans les emplois de façon sévère. Et on s'en ressent encore aujourd'hui de ces coupures-là dans le secteur santé et de l'éducation. Alors, ce qui est quand même aberrant, c'est qu'il y a peu de leçons qui ont été tirées de ça dans le mouvement syndical et on a continué, le mouvement syndical a persisté à travailler en concertation avec le Parti québécois à chaque moment, à chaque élection, plus ou moins dépendant des centrales, dépendant des régions, des syndicats, c'était différent. Un peu, je vais en parler tantôt des différences CSN et FTQ. Je ne parlerai pas de toutes les centrales parce que je n'ai pas le temps de les couvrir, mais je pense que ça va donner une bonne image tantôt que je vais vous parler des positions de ces deux centrales-là. En fait, ce que ça a fait, c'est que cette politique-là de concertation, d'harnachement au PQ, ça a contribué à déstructurer les services publics que les syndicats prétendaient sauver, mais les syndicats finalement ont participé à les déstructurer. Et au moyen des sommets économiques, ça a eu un effet dévastateur aussi au niveau de la mobilisation parce que ça a remplacé la mobilisation des membres par des discussions au haut niveau auxquelles les syndiqués étaient exclus, avec des conséquences en plus dramatiques pour les syndiqués. Alors, évidemment, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale, c'est pas tellement une perspective heureuse. Hein? On comprend que la mobilisation s'est atténuée avec les années, avec tout ça. Alors, mon propos, ce que je veux dire avec ça, c'est que le Parti québécois, lui, il n'a jamais hésité à intervenir dans la sphère syndicale, dans la sphère publique. Ça, c'est au niveau des législations, mais en même temps, on sait très bien que les syndicats, c'est un endroit où il y a différents courants politiques. Et évidemment, le courant généralement dominant, c'est celui qui correspond à celui de la société dominante, hein? Comme disait Marx, l'idéologie dominante, c'est celle de la classe dominante. Alors, courant dominant dans le mouvement syndical, c'était le courant de concertation, le courant péquiste. Alors,
à plusieurs directions décentrales, les gens qui étaient aux directions, c'était des gens qui étaient je dirais, des lieutenants du Parti québécois et qui faisaient ce relais-là de concertation auquel la base devait être confrontée. Donc, ce que je disais hier, pour ceux qui étaient dans le débat, c'est pas par imbécilité ou méchanceté qu'il y avait cette confrontation-là avec les directions syndicales, c'est parce qu'ils avaient un projet politique qui était différent, qui n'était pas un projet de changement social, qui était un projet de concertation, puis de vie à l'intérieur du système, comme il est là, et de réforme, et c'était leur projet politique. Et par définition, quand des gens veulent maintenir un projet comme celui-là, ils sont obligés, en fait, c'est la même façon, ils sont d'utiliser des moyens qui ne sont pas nécessairement démocratiques. Alors, la lutte, puis je pense que plusieurs d'entre vous, quelques-uns qui sont ici, que je connais, qui l'avaient vécu, vous avez vu que de faire ce débat-là, puis de confronter ces questions-là, ça n'a pas toujours été évident parce qu'il y avait un refus aussi de faire ces débats-là, puis un refus même d'en rendre compte. Alors, ça devenait aussi une bataille pour la démocratie syndicale. Maintenant, je dirais que ça, c'est le constat qu'on a fait. Maintenant, je vais revenir ce que je disais tantôt à travers ça, quelles ont été les positions de la CSN et de la FTQ directement au niveau, parce que là, on parle de la concertation, mais là, je veux parler plus précisément de l'action politique comme telle et de l'appui à des partis politiques comme tels dans les périodes électorales. Alors, la CSN et la FTQ ont eu des approches différentes. Traditionnellement, la CSN avait comme politique d'appuyer aucun parti en période électorale. Pour plusieurs raisons, mais il y a eu des débats là-dessus. La gauche était opposée parce qu'ils savaient que c'était pour donner raison au PQ. Mais en même temps, il y en a d'autres qui refusaient carrément parce qu'ils voulaient se concentrer uniquement sur le travail strictement syndical. Il y a plusieurs raisons, c'est pas facile à évaluer, mais ça faisait en sorte quand même qu'il n'y avait pas de débat sur ces questions-là, finalement. Alors, puis, il y a eu un épisode là, que j'ai relaté dans mes archives. En 89, Pierre Paquette, qui est maintenant au Bloc, mais qui était président du Conseil central de Montréal, avait lancé l'idée lui disait que c'était une relique du passé puis qu'il fallait s'impliquer en politique. Puis la gauche qui était opposée parce qu'elle voyait très bien que c'est une porte ouverte au PQ, mais la droite aussi. J'ai relaté un article de la presse de Pierre Venat qui disait que les syndicats ne devaient pas se mêler de politique. C'était pas une bonne idée. Donc, c'était pas si simple que ça, finalement. La FTQ, elle, c'était vraiment différent. Alors, moi, je suis de la FTQ et c'était vraiment différent parce que les décisions pour appuyer ou non un parti politique, ça se faisait en congrès. Puis par après en conseil général. Mais pendant longtemps, ça s'est fait en congrès. Bon, évidemment, le mauvais côté, c'est que ça a tout le temps appuyé le Parti québécois et ça cristallisait ces positions-là par rapport au PQ. Donc, c'était assez difficile. Mais en même temps, ça a permis certains débats et au congrès de l'FTQ 1985, suite aux lois spéciales que j'ai mentionnées de 83, le bureau de l'FTQ, c'est-à-dire Louis Laberge, qui personnalisait, avait proposé aux élections qui s'en venaient en 85 un appui au Parti québécois. Et pour la première fois, l'histoire de l'FTQ, l'histoire de Louis Laberge, il s'était fait complètement dégoûté et le Congrès avait refusé d'appuyer le PQ. Ça se comprend, après la claque qu'il venait de manger avec les lois spéciales. Donc, le bon côté, c'est que ça permettait quand même un débat, mais celle-là, mais c'est pas arrivé souvent, des situations comme celle-là. Par après, puis là, c'est une histoire plus récente, c'est plus les conseils, comme le Conseil central de Montréal, par exemple, puis le Conseil régional FTQ de Montréal, qui ont porté plus ces questions politiques-là. Depuis l'existence de Québec solidaire, par exemple, le Conseil central de Montréal a appuyé, je pense, à peu près à chaque fois, Québec solidaire. En fait, depuis l'élection depuis la candidature d'Arthur Sanborn en 2008. Et à cette occasion-là, d'ailleurs, le Conseil régional FTQ de Montréal avait appuyé également la candidature d'Arthur et la mienne. C'était la première fois que le Conseil régional se prononçait
sur une question comme celle-là. Et d'autant plus que, moi, c'était un peu normal, j'étais de l'FTQ, mais il appuyait Arthur qui était de la CSN. Mais il y avait une grande proximité entre les deux conseils, entre Arthur et avec qui on travaillait beaucoup à l'époque, alors ça avait permis ça. Par la suite, ça s'est refait au niveau du conseil central, et tandis qu'au niveau du conseil régional FTQ, ça s'est étendu à d'autres personnes, et finalement, les dernières positions, c'était d'appuyer toutes les candidatures QS qui étaient membres de la FTQ dans la région de Montréal. C'était pas QS, c'était toutes les candidatures QS dans la région de Montréal. Ça, je vous dis ça pour vous indiquer où est-ce qu'on est rendu. Bon, il me reste 5 minutes, mais ça donne bien, j'arrive à ma conclusion. La conclusion dans tout ça, c'est que maintenant, on est placé devant une situation à savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans l'avenir au niveau politique. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à faire. Un, il faut construire un courant de gauche organisé au sein de QS. OK? C'est-à-dire, puis et en même temps, il faut avoir un courant de gauche organisé au sein des syndicats. Puis je pense que Lutte commune, c'est un exemple, il y en a d'autres, mais je pense que ce courant-là doit être capable d'influencer. Puis moi, je ne suis pas d'accord de dire que Québec solidaire, comme parti, ne doit pas se prononcer sur les questions qui concernent les syndicats. Je vais donner un exemple, là, 2 ans, je pense, lors du Front commun. La gang intersyndicale QS à Québec avait émis un document qui critiquait le règlement qui se faisait, en tout cas la négociation. La FNEC, en tout cas la direction de la FNEC avait capoté, je pense, et c'était revenu à la direction de QS, et puis là, ça avait brassé pas mal sur ces questions-là, parce que là, on ne devait pas se prononcer, un parti politique de gauche, sur ce qui se passait dans les syndicats. Moi, je pense que c'est pas vrai. On n'a pas à leur dire quoi faire. En fait, les syndicats ont la pleine autonomie, ils décident de ce qu'ils veulent, mais c'est pas vrai que parce que tu es de gauche, que tu dois dire, ben oui, la concertation, c'est correct, les règlements à rabais, c'est correct, on ne dira rien, puis nous autres, on va se contenter de faire notre travail de notre côté parlementaire. Je pense que, puis ça doit se faire par les militants, puis par les militantes qui sont actifs, puis qui sont présents, autant à QS, puis si c'est pas QS, ça sera un jour un autre parti, si c'est plus QS, là, je le nomme parce qu'à l'heure actuelle, c'est lui. Mais je pense que c'est une genre de symbiose qu'on va construire cette alternative-là au sein des syndicats politiques, puis qu'on peut faire la chimie, qui va nous permettre de dépasser les luttes syndicales défensives et d'aller plus loin, puis d'autre part, qui vont amener un parti politique de gauche comme QS à se dépasser du travail strictement parlementaire, mais se lier au lieu du social, puis intégrer les débats qui y sont, puis d'aller plus loin. Il n'y a pas de recette miracle, c'est des pistes que je vous envoie, mais je pense que quelque part, il faut réfléchir à comment on arrime cette problématique-là pour réussir à, finalement, à tasser les multinationales, puis à faire un Québec comme on le veut, puis qui nous appartient.